c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Marche des Sciences. Réviser son bac en histoire, en philo et en sciences. C'est ce que nous vous proposons depuis lundi sur France Culture et dans la tranche culture-sciences, bien sûr. Réviser, s'entraîner, se préparer et profiter aussi des conseils d'enseignants qui, à nos côtés, ont imaginé l'émission d'aujourd'hui. Au programme de la Marche des Sciences pour cette semaine spéciale bac, eh bien, nous vous proposons les SVT, les sciences de la vie et de la Terre, une matière qui trouve souvent des échos dans l'actualité au quotidien. Bac SVT, des clés pour réussir, c'est notre objectif avec 3 sujets que nous allons passer au crible, 2 pour les terminales S et 1 pour les premières ES et L, le tout en direct et en compagnie de Pauline Pépin, professeure agrégée de SVT au lycée Joliot-Curie de Nanterre, et avec Natacha Ouvrier, enseignante au lycée Léon Blum de Créteil et professeur relais au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et avec la participation de 5 lycéens. 3 sujets donc qui aborderont les thèmes suivants: évolution de la biodiversité, sida et immunité adaptative, et enfin la conservation des aliments et les OGM. Et alors, pour mieux répondre à vos préoccupations, les sujets sont déjà en ligne sur le site de l'émission La Marche des Sciences et les corrections seront proposées à l'issue de ce numéro, toujours sur le site. Et puis en fin d'émission, sachez que le président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Gilles Boeuf, s'adressera à vous, futurs bacheliers, en portant un regard sur les perspectives professionnelles souvent insoupçonnées. SVT, une épreuve du bac et une discipline qui ouvre des portes vers l'avenir, dans une émission que nous dédions au professeur Olivier Anderlin, qui aurait dû être des nôtres et qui a pris part à son organisation. Bonjour Pauline Pépin. Bonjour. Bonjour Natacha Ouvrier. Bonjour. Et bonjour à vous, donc les 5 élèves. Donc il y a à côté de moi Kouatar Benamor, je vais y arriver, Kouatar Benamor, Sarah Tirou, à côté de vous, toutes les deux, vous êtes en terminale S. Et puis, pour les premières ES, Lisa Morin, Alicia Cussan et Rudy Galliot. Bonjour. Bon, alors donc, on est réunis, effectivement, les épreuves, c'est dans pas longtemps, il y a encore un petit peu quelques semaines pour réviser. Concrètement, donc, les épreuves, ce sera le 24 juin pour les terminales S et puis le 23 juin pour les premières ES. Alors des épreuves pour les premières et les terminales, des examens qui ne sont pas les mêmes, Pauline Pépin et Natacha Ouvrier, mais des conseils pratiques communs. On va peut-être tout de suite partir sur ce qui les rassemble, c'est-à-dire les conseils qu'on peut donner aujourd'hui à ce stade de l'année pour les élèves, qu'ils soient en première ou en terminale. J'espère qu'à ce stade de l'année, effectivement, la plupart ont fait des fiches et ont commencé à voir en tout cas toutes les parties du programme. Les conseils qu'on peut leur donner, c'est pour ceux qui ont fait des fiches de revoir ces fiches, d'accentuer sur les plans, sur les schémas. Et puis ceux qui sont vraiment avancés, qui maîtrisent bien leurs connaissances, de commencer à refaire des exercices qu'ils ont fait pendant l'année, voire faire de nouveaux bacs blancs, enfin de nouveaux types d'exercices qu'on trouve dans les annales, pour effectivement être bien prêt, et pareil, relever les définitions, les mots et les notions clés. Natacha Ouvrier, on peut rajouter quelque chose peut-être, qu'ils aient sur leur fiche les schémas importants à mobiliser? Oui, alors ça sera plutôt en terminale S. Oui. En première, on va moins leur demander de faire des schémas. Et puis, je pense aussi c'est bien de toujours se raccrocher à la méthode, parce que l'avantage de bien maîtriser la méthode, c'est qu'elle change pas d'un sujet à un autre. Donc, si on maîtrise sa méthode et que on sait exactement ce qu'on va faire pendant l'épreuve du début à la fin, en s'accordant des moments, des temps de pause et puis des moments où on est concentré, on n'est jamais perdu et du coup, on peut bien gérer le temps. Et notamment sur l'épreuve de première LES, la gestion du temps, c'est quelque chose
chose d'important. Du temps et du stress et donc ces fameuses fiches effectivement qui sont bien utiles, y compris pour rassurer tout le monde. Bien allons-y si vous voulez, ensemble sur ce premier sujet que nous proposons de regarder, d'organiser, de décortiquer, un sujet de type 1. Donc dans ce bac de terminale S, Pauline Pépin, c'est une épreuve qui compte sur 8 points. Oui, alors l'épreuve du bac en SVT est à l'écrit sur 16 points et 4 points pour les TP du bac. Donc là, la moitié des points de l'écrit sont sur ce premier exercice, donc il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas l'éviter. Donc là, c'est un sujet qu'on propose sur donc, la première partie du programme de Terminal S sur l'évolution de la biodiversité. Oui. On peut le lire, allez-y si vous voulez. Donc à partir d'exemples précis de votre choix, expliquez quels sont les mécanismes entraînant l'évolution d'une population au sein d'une espèce et ceux permettant l'apparition de nouvelles espèces. Donc là, c'est un sujet qu'il va falloir décomposer en 2 parties. C'est écrit, il y a un « et » au milieu du sujet. Donc d'un côté, il va falloir traiter des mécanismes permettant l'évolution d'une population et de l'autre côté, parler des mécanismes de l'apparition de nouvelles espèces. Donc là, typiquement, ça arrive souvent des sujets où il y a un « et » au milieu, où clairement, on désigne directement le plan est annoncé dans la formulation. Il faut faire bien 2 parties. Donc ici, voilà, c'est ce qu'on attend des élèves. Alors justement, on se tourne vers les élèves Kautar Benamor ou Sarah Tirou, toutes les deux en terminale S, avec un tel sujet. Donc la première chose, c'est repérer les notions, les mots-clés, identifier très vite la problématique pour bien délimiter le sujet face à un sujet tel que celui-ci. Qu'est-ce que vous feriez ? Comme Madame Pépin l'a dit, on lit bien le sujet pour pas s'embrouiller, pour pas centrer les idées qu'on doit énoncer dans notre développement. Et là, comme le fait qu'on nous dise directement les 2 idées avec le « et » qui sépare bien ces 2 idées, on sait directement le plan qu'on va suivre. Donc 2 parties. Oui, voilà, 2 parties ici clairement, évolution d'une population au sein d'une espèce. Oui. Et la deuxième partie avec l'apparition de nouvelles espèces. Et sur notre brouillon, on détaille et on centre encore plus. Natacha Ouvrier, le brouillon, on vient justement d'évoquer ça, un mot très important. Oui, alors le brouillon, c'est important, mais il faut que ce soit une aide et pas un handicap. Oui. Donc après, à chaque élève de gérer son brouillon comme il le peut, en sachant qu'on ne va jamais rien rédiger au brouillon normalement, mais que c'est un appui. Donc c'est vrai que l'idée, ça peut être, voilà, on lit bien le sujet. Moi, je leur conseille de le recopier sur le brouillon parce que des fois, au moment de la lecture, ils vont un petit peu vite. Et après, ça va être, voilà, on va scanner ces cours, on va se dire, voilà, c'est quelle partie du programme, je vais chercher dans mes connaissances toutes les idées qui peuvent répondre au sujet. Et après, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, mais aussi de ne pas faire de hors-sujet, moi, je leur dis, après, vous relisez chaque idée et vous relisez le sujet. Et vous vérifiez que l'idée, elle est bien dans le sujet, pour éviter de s'en éloigner. Et comme ça, peut-être qu'on va éliminer des choses, en fait, qui finalement ne rentrent pas. Et puis, une fois qu'on a toutes ces idées, on va essayer de faire des liens entre ces idées. Alors là, concrètement, allons-y. Qu'est-ce qu'on propose comme type de réponse à cet énoncé, en sachant que là, on est dans un énoncé type de commentaire, dissertation. C'est vraiment de la restitution plutôt de cours. On ne demande pas de formuler, par exemple, comme un article ou d'expliquer autour de soi ou à un proche. Donc, c'est vraiment là, c'est la dissertation type cours. Le sujet de synthèse peut être contextualisé, peut être placé dans un contexte. Ici, ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs assez rare dans les exemples qu'on a des sujets de contextualiser en terminale S, ce qui n'est pas le cas en première ES. Donc ici, c'est vraiment... en gros, c'est pour moi, pour mon cours, mais je pense que pour beaucoup de nos collègues, c'est 2 chapitres à mélanger. Donc un chapitre sur les grands mécanismes de l'évolution que sont la sélection naturelle et la dérive génétique. Donc là, c'est une étude sur les variations des fréquences des allèles, comment ils évoluent au sein d'une population. Et la deuxième partie, c'est les 2 types de spéciation qui sont au programme. Donc la spéciation, c'est la création de nouvelles espèces. Donc on a des créations d'espèces dans le même endroit. Donc ça va être Saint-Patrick, c'est leur nom. Et on a des créations d'espèces qui se font par séparation géographique. Donc là, ce sont les spéciations allopatriques. Donc on attend... Voilà, 2 grands mécanismes dans la première partie, sélection naturelle, dérive génétique, et 2 grandes spéciations dans la deuxième partie.
Donc là, on peut aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'il faudrait répondre concrètement ? Là, la difficulté du sujet... Partie 1, la première partie, vous dites mécanisme à l'origine de l'évolution des espèces. Il faut aller vraiment sur ces terrains-là, c'est-à-dire expliquer la dérive, ce qu'est la dérive génétique, pour ensuite partir sur la sélection naturelle. Tout à fait. Et la difficulté, c'est à partir d'exemples précis. Donc c'est que là, ça va dépendre des enseignants, des exercices et des exemples qu'ils ont traités. Il va falloir faire appel à des connaissances qui sont plus des connaissances qu'on a vues en TP, par exemple. Donc il va falloir que les élèves retrouvent des exemples pour illustrer ces grands mécanismes. Natacha Ouvrier. Oui, donc par exemple, la dérive... En fait, l'idée, c'est de faire ressortir ce qui peut conduire à l'évolution d'une population. Donc, dans cette population, les individus vont porter des caractères qui sont codés par leurs gènes. Et ces caractères, soit ils sont avantageux ou désavantageux dans le milieu, et dans ce cas-là, ils peuvent évoluer en lien avec la sélection naturelle. Soit ces caractères ou ces allèles sont neutres. Et dans ce cas-là, c'est le hasard qui va faire, qui peut les faire évoluer. Donc, on a du coup 2 grands mécanismes. Le mécanisme de la sélection naturelle qui est en lien avec la pression qu'exerce l'environnement sur les individus. Et la dérive génétique qui est une modification de la diversité par le hasard des reproductions, des migrations, etc. Alors si on devait prendre des exemples, Kautar Benamor ou alors Sarah Tirou, d'emblée, qu'est-ce que vous pourriez mobiliser ? En sachant que justement sur ces épreuves de SVT, on dit aussi qu'au-delà des fiches qu'il faut constituer, de bien apprendre le cours, c'est assez utile de lire la presse et puis de s'enrichir de toute cette actualité qui est riche de SVT en permanence. Kautar ? Plus compliqué ? Sarah ? L'actualité, oui, ça joue beaucoup parce que ça nous apporte des informations. Mais là, sur ce chapitre-là, on a vu beaucoup d'exemples grâce à nos TP. Et on a même pu faire des petits oraux. Donc là, c'était vraiment... on les connaissait bien, les exemples. On les a traités soi-même. On a pu écouter nos camarades. Et là, les exemples, on les a... Après, c'est nos préférences aussi. Il y a des exemples qu'on retient plus que d'autres, qui nous parlent plus que d'autres. Moi, j'ai pas forcément pris, par exemple, les mêmes exemples que je vais trouver sur le corrigé que ma prof va me proposer. Oui, et que nous mettrons en ligne, d'ailleurs, pour ces sujets-là, sur le site de la Marche des Sciences. Et la sélection naturelle, l'exemple qu'on a vu... On l'a vu aussi en première, donc ça nous parle un peu plus et c'est quelque chose qui, ça fait tic dans notre cerveau et on l'écrit directement. Mais il y a d'autres exemples qui sont plus difficiles à trouver et on doit prendre beaucoup de temps à les retrouver. Pauline Pépin, Natacha Ouvrier, donc la copie parfaite, s'il y en a une. Essayons de la donner dans les quelques minutes qui nous restent, au moins pour boucler ce sujet-là. Donc, allez, comment vous feriez ? Pauline Pépin, Grand 1. Grand 1, la Grand 1, c'est les mécanismes de l'évolution de population. Donc, 2 sous-parties. Oui. Sélection naturelle avec un exemple précis. En général, l'exemple dont je pense auquel Sarah pensait, c'est les phalènes du bouleau qui sont assez connus. Donc, c'est des papillons qui ont une couleur qui va varier en fonction de la pollution, vu que ce sont des papillons qui vivent sur le bouleau. Quand il n'y a pas de pollution, l'arbre étant plutôt clair, les formes claires sont favorisées, sont avantagées. Et par contre, dans les milieux pollués, les formes sombres sont avantagées puisque les arbres sont plutôt sombres. Donc ça, c'est un exemple assez classique que beaucoup d'élèves ont vu. Cet exemple peut être utilisé d'ailleurs pour à la fois la sélection naturelle et la dérive génétique, puisqu'ils subissent ces 2 mécanismes. Et la deuxième partie, donc là, l'apparition des nouvelles espèces, avec une spéciation allopatrique. Donc là, ça dépend vraiment. Là, il y a vraiment plein d'exemples. Nous, on a vu des exemples de poissons qui vivent dans le même lac, donc au même endroit, et qui ont des évolutions différentes en fonction de leur choix alimentaire. Donc ce qu'on appelle spéciation allopatrique, parce que tous les auditeurs n'ont pas forcément ou souvenir même de leurs cours, et encore les cours de SVT ont bien changé de génération en génération. Alors pour la spéciation, donc pour les poissons, c'est au même endroit, donc c'est Saint-Patrick, même patrie en fait. C'est une spéciation qui se fait au même endroit. Et la deuxième sous-partie du Grand 2, ce serait la spéciation allopatrique, où là, il y a séparation géographique de
de deux parties de la même espèce, donc deux populations qui sont séparées à cause de... Donc nous, on a vu un exemple sur des papillons qui sont séparés à un moment par un glacier, et on a deux populations qui vont subir donc, des modifications, chacune de leur côté, et au moment où le glacier fond, si les populations se rencontrent, elles ne peuvent plus se reproduire. Donc on a bien eu séparation en deux espèces. Voilà, c'est le genre d'exemple qu'on a traité, mais je pense que mes collègues ont fait plein d'exemples différents. Oui, d'autres exemples. Le tout, c'est d'être cohérent et de proposer des exemples qui montrent qu'on a bien compris le processus et puis le mécanisme, et donc et ce qu'on attend, bien sûr, comme développement et comme conclusion. Natacha Ouvrier, est-ce que sur ces exercices-là, il est bien aussi de prévoir des schémas ? Alors, sur ce genre d'exercice, en termes d'illustration, on peut... peut-être sans aller dans des schémas dans les parties, on peut éventuellement construire un graphique simple qui peut montrer, par exemple, pour les phalènes du bouleau, la répartition des deux types de formes en fonction des milieux. Après, je pense qu'en conclusion, moi je suis très partisane du schéma de synthèse en conclusion, parce que ça permet aux élèves d'éviter de se répéter. Et c'est vraiment là qu'on voit s'ils ont compris. Et en général, les élèves qui ont bien compris les sujets de synthèse, ils adorent faire des schémas bilans. Et donc là, on peut effectivement envisager un schéma bilan où on va représenter de façon très schématique des populations par exemple des petits carrés ou des petits rectangles auxquels on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir faire figurer les différents allèles dans la population, les différents caractères par un code couleur. Et à ce moment-là, on peut bien représenter, dans le cas de la sélection naturelle, les formes qui sont désavantagées ne vont pas se reproduire. Donc, deuxième schéma, en fait, on représente le temps après la pression de sélection. Les formes désavantagées sont moins nombreuses que les formes avantagées, puisque les formes avantagées se sont plus reproduites. On peut faire un schéma équivalent pour la dérive génétique en indiquant juste que cette fois-ci, c'est le hasard qui va jouer. Et puis pour la spéciation, on peut représenter en spéciation sympatrique ou allopatrique. Pour la spéciation allopatrique, ça me paraît assez simple de représenter une barrière géographique et d'indiquer des conditions différentes. Donc, toujours pareil, des caractères différents qui peuvent être sélectionnés ou pas. Et puis pour la spéciation sympatrique, en général, même si c'est dans un même environnement, il y a quand même des micro-environnements différents qui font que la sélection naturelle et la dérive génétique vont agir. D'accord. Donc c'est assez facile de faire des choses schématiques là-dessus. Et on n'a pas besoin d'être un as du dessin pour le faire. En tout cas, les schémas toujours des grands, clairs, avec des couleurs soignées, des couleurs qui soient soignées, qui aient les légendes et les titres. Oui, un schéma, c'est une demi-page minimum, titre, échelle, légende et un code couleur qui a un sens, pas un code couleur pour décorer la copie. Oui. Et soigner la qualité de la rédaction, bien sûr. Je redonne le sujet et si je me tournerai vers vous, et Pauline Pépin et Natacha Ouvrier, juste pour au moins en une minute qu'on ait la conclusion idéale. Donc le sujet, à partir d'exemples précis de votre choix, expliquez quels sont les mécanismes entraînant l'évolution d'une population au sein d'une espèce et ceux permettant l'apparition de nouvelles espèces. Et donc la conclusion à ce sujet idéal, Pauline Pépin. Comme l'a dit ma collègue, effectivement, un schéma bilan, c'est bien. Il faut vraiment voir réapparaître les quatre expressions, sélection naturelle, dérive génétique et spéciation allopatrique et sympatrique. Et puis, ça fait toujours plaisir, vu que c'est la dernière chose qu'on lit en tant que correcteur, d'avoir une conclusion avec une ouverture, avec une question qui pourrait être ici... existe-t-il d'autres mécanismes qui participent à l'évolution ? Est-ce qu'il y a d'autres modalités d'évolution ? Enfin, on peut envisager. On n'a pas besoin de connaître la réponse à la question, simplement montrer qu'on a compris ce qu'était le sujet et qu'on était capable d'ouvrir sur un sujet scientifique différent. Ça, et c'est la dernière chose qu'on lit. Donc, c'est vrai que quand on va choisir la note, c'est toujours mieux d'avoir fini sur une note. Oui, on peut proposer aussi peut-être, est-ce que les activités humaines peuvent conduire à des spéciations d'espèces ? Pourquoi pas ? Ça peut aussi être une piste. Oui. Et en tout cas, là, on précisait, c'est ce choix, donc ce sujet de type 1, question de synthèse, mais je crois que ça peut être aussi des QCM. Oui, c'est arrivé. On a des exemples, quelques rares exemples où ils ont mis 40 questions. Donc là, ça pénalise ceux qui ont fait des impasses, parce que c'était des sujets qui traitaient donc tous les chapitres de l'année, contrairement à un sujet comme ça où on est vraiment dans un seul chapitre. Ou deux, parce que là celui qu'on a proposé aujourd'hui croise deux chapitres. Mais c'est quand même sur le même thème. Oui, c'est vrai que sûr. Les QCM étaient envisagés sur tout, géologie, biologie. Donc après, c'est quand même vraiment rare qu'ils proposent un QCM
au sujet de synthèse. Alors rappelons juste que s'il y avait QCM, ne jamais cocher 2 choix, parce que c'est un seul choix, et que y a tout intérêt de toute façon à cocher une solution, parce que si elle est fausse, ça n'enlève pas de points. Mais voilà, donc il faut vraiment tenter sa chance quand on n'a pas appris tous les chapitres, mais surtout ne pas donner 2 réponses sur ces QCM. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres sur ces parties-là? Oui, alors Kautar Benamor. Oui, moi j'ai juste quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'elle disait sur les schémas bilans. Nous, en tant qu'élèves, souvent, on pense avoir appris le cours et on fait l'impasse sur le schéma bilan, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, comme elle le disait, c'est bien vu de faire un schéma bilan en fin de synthèse pour montrer qu'on a bien compris, etc. Donc, ne faites pas l'impasse sur les schémas bilans que les professeurs nous distribuent. Et donc, voilà. C'est pas là pour faire joli, comme disait Natacha Ouvrier. Voilà, ne pas utiliser les couleurs pour faire joli. Ben, les schémas bilans dans les leçons, ce n'est pas là non plus pour juste l'agrément. Voilà. Et bien écrire, bien évidemment, comme disait Catherine, donner tout de suite dans le casque. Bien écrire, effectivement. Sarah Thirou. Je voulais aussi ajouter que les schémas bilans, si on les comprend, on a compris tout le cours. Ouais. Et faut pas faire d'impasse dessus. Revoir un peu le cours et vraiment le schéma bilan, c'est mieux que de voir beaucoup le cours et un peu le schéma bilan. Ça regroupe tout. Ah ben super, comme ça, le conseil est passé. On passe au deuxième sujet pour toujours les terminales S. Sida et immunité adaptative. C'est un sujet, Pauline Pépin, que vous nous avez proposé. Et donc là, on est dans un exercice de type 2, raisonné dans le cadre d'un problème scientifique. Je commence à lire peut-être le intitulé en sachant que c'est un sujet qui propose aussi des documents. Alors, en vous basant sur vos connaissances et le document suivant, expliquez à vos parents comment le sida permet le développement d'autres maladies qui aboutissent à la mort du malade en insistant particulièrement sur la baisse de l'efficacité de l'immunité adaptative lors de l'infection par le virus VIH. Et donc la problématique, alors vous cherchez donc à expliquer à vos parents comment le sida permet le développement d'autres maladies. On est dans ce cadre-là et c'est un sujet qui est suivi de 2 documents que vous pouvez peut-être nous décrire, Pauline Pépin. Alors on a un premier document très simple qui est juste un texte qui permet de replacer donc les caractéristiques du VIH, puisque ce n'est pas au programme, les virus en tant que tels ne sont pas au programme, donc on donne des indications sur... Vous pouvez nous le lire, peut-être il est assez court le texte. Donc le VIH est un rétrovirus, son matériel génétique est constitué d'ARN. Comme tous les virus, il infecte un type de cellule particulier qu'il est capable de reconnaître. Cette infection va entraîner l'incorporation du génome du virus dans celui de la cellule hôte. La machinerie cellulaire de la cellule hôte est alors détournée et elle se met à produire en très grande quantité de nouveaux virus. Elle finira par en mourir. Le VIH est capable de reconnaître la protéine membranaire CD4 et donc d'infecter toute cellule la présentant. Donc là, c'est donner des caractéristiques du virus. Il injecte son génome et il va utiliser la cellule pour finalement se reproduire puisque lui n'a pas la machinerie pour le faire. Et ce qui est important dans le document, c'est le dernier mot sur le CD4, puisque c'est les protéines des lymphocytes CD4 qui sont le centre de l'immunité adaptative. C'est vraiment la cellule qui est au centre de tous les mécanismes de l'immunité. D'accord. Et le document 2 proposé donc pour cette réflexion, l'évolution de l'infection. Et là, on a 2 schémas, des informations, 2 graphiques, pardon. Oui, donc est-ce qu'on peut juste en donner une idée pour les auditeurs en sachant que sur le site de la Marche des Sciences, vous avez tous ces schémas en ligne. Donc ici, les 2 graphiques représentent à la fois donc, les concentrations de ces fameux lymphocytes CD4, la charge virale, c'est-à-dire la quantité d'ARN viral que l'on trouve dans le sang. Donc d'un côté, on a le parallèle entre ces 2 en fonction des années. Donc on va montrer en fait les 3 phases de cette maladie, donc l'infection, la primo-infection, la phase asymptomatique, donc la phase où on est séropositif sans symptômes de la maladie. Ça peut durer plusieurs années. Ça peut durer même plusieurs dizaines d'années aujourd'hui. Et enfin, la dernière phase qui est la phase sida, où là qui va s'arrêter assez rapidement. La phase sida ne dure en général que quelques années. Et enfin, la deuxième partie du document, là, c'est une concentration de l'infection du VIH. Donc, on regarde comment varie effectivement
le taux de virus dans l'organisme. D'accord. Et donc là, très concrètement, rapidement, il faut repérer et poser la problématique. Alors, je me tourne toujours vers nos 2 élèves de terminale. Pour les ES, ce sera sur le sujet d'après. Sauf si vous voulez intervenir, vous serez à même de réagir sur ce thème-là, mais c'est peut-être pas au programme des premières ES. Donc, Kautar Benamor et Sarah Tirou, vous êtes face à ce genre de documents. La problématique, tout de suite, elle vous saute aux yeux ? Donc, faut se baser sur les connaissances, mais surtout, la consigne, c'est expliquer aussi à vos parents. Donc, il y a une forme précise, en fait, par rapport à la synthèse qu'on avait tout à l'heure. Là, vraiment, c'était de la restitution de connaissances. Là, on a vraiment une forme précise des restitutions des connaissances, mais il faut aussi se baser sur les documents, beaucoup. Et donc, vous parliez de problématiques. Ici, la problématique serait quelles sont... pourquoi... l'infection de la maladie provoque une baisse de l'immunité adaptative. Donc, il permet le développement d'autres maladies et qui aboutissent à la mort du malade. Et donc, il faut insister sur cette baisse de l'efficacité de l'immunité adaptative. Immunité adaptative, Natacha Ouvrier, au programme, bien sûr, et ça fait partie de chapitres spécifiques où là, il faut mobiliser ces notions-là. Et donc, les notions à mobiliser, ça va être... Alors là, ce qu'il va falloir mobiliser, c'est les connaissances en immunologie sur qu'est-ce que la réponse adaptative. Alors, il y a le deuxième graphique du document 2 qui peut aider à faire ça, puisque sur ce deuxième graphique, on voit que on parle des lymphocytes T cytotoxiques et des anticorps. Donc ça permet aux élèves déjà de se dire c'est de cette partie-là qu'on me parle, donc il faut que j'axe là-dessus. Et on se rend compte sur ce document que quand on rentre dans la phase SIDA, eh bien, les lymphocytes T cytotoxiques et les anticorps spécifiques du virus du VIH vont chuter complètement. Or, ce sont ces deux, donc les lymphocytes qui sont des cellules et les anticorps qui sont des molécules, sont les 2 effecteurs de l'immunité adaptative qui sont capables de lutter contre le virus. Donc si ces 2 défenses chutent, forcément, l'organisme ne peut plus lutter contre le virus et la charge virale va réaugmenter. Et à ce moment-là, il faut qu'ils essayent de se dire quel peut être le lien qu'il y a entre le fait que le virus s'attaque aux lymphocytes TCD4 et le fait que ça entraîne une chute des anticorps anti-VIH et des lymphocytes T cytotoxiques. Et là, il faut faire appel aux connaissances, puisque dans leur cours, ils ont vu qu'il ne peut pas y avoir de production de lymphocytes T cytotoxiques et d'anticorps spécifiques si les lymphocytes TCD4 sont détruits, car ils produisent une molécule qui s'appelle l'interleukine et qui permet la multiplication et la différenciation des cellules à l'origine des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques. Pauline Pépin, donc on a bien compris, quand on est face à ces sujets 2, repérer les données utiles, analyser les documents, mais surtout en extraire les infos. On n'est pas là pour faire du commentaire de documents, on utilise ces données-là pour nourrir le raisonnement et le développement. On relie tous ces éléments, toutes ces informations entre elles, on mobilise les informations apprises pendant l'année, et puis donc à partir de là, on répond sur ces mécanismes de l'immunité adaptative, sélection, prolifération, différenciation. Donc une démarche très particulière et avec quand même des notions clés, des définitions qu'on attend. Ici, c'est alors l'exercice 2.2, donc le dernier exercice des sujets de bac, c'est connaissance plus documents. Donc ici, on attend effectivement, alors pour en revenir au brouillon dont vous parliez tout à l'heure, moi je leur conseille de faire 3 colonnes. Donc une première colonne où ils mettraient les infos importantes des docs. Donc on ne fait pas de la paraphrase, on cherche les informations. Attention, ici ce sont des graphiques, donc on va attendre des valeurs chiffrées avec leurs unités, on va attendre quand même des choses précises. Dans la deuxième colonne, je mets les connaissances à relier. Et la dernière colonne, construire un argument en mettant en parallèle la connaissance et les informations des documents. Donc effectivement, là, on leur demande une forme précise, même si on leur demande une lettre à leurs parents, on n'attend quand même pas de la vulgarisation, on attend quand même qu'ils montrent qu'ils ont bien appris leur cours, et effectivement, tout ce que a cité Natacha sur ce qu'on sait sur les CD4, etc. Donc à mettre en relation vraiment les connaissances et les documents. Ça, c'est primordial dans ce sujet. Et donc là, les parties de cours vraiment restituées, les notions à ne pas oublier, ce seraient lesquelles ? Tout ce qui a été cité, c'est déjà vraiment les acteurs de l'immunité, que sont les 3 types de lymphocytes, et vraiment montrer que c'est ces lymphocytes CD4 qui deviennent ce qu'on appelle les lymphocytes auxiliaires, qui sont au centre. C'est eux la clé de voûte de toute l'immunité adaptative, et sans eux,
il n'y a aucune activation d'aucune autre cellule qui est possible. Alors de la même façon, on peut y aller, comme on disait, ou d'un schéma aussi, où c'est toujours les mêmes règles finalement, quels que soient les exercices. Cet exercice-là de type 2, il vaut combien de points ? 5 points. 5 points. Dernier exercice sur 5 points. Oui, dans ce sujet-là, je pense que pareil, en conclusion, ça peut être intéressant de repartir d'un schéma de cours simple où on présente l'immunité adaptative et de rajouter dans une couleur différente où va agir le virus du VIH et quelles vont être les conséquences. Ça peut être une piste. Oui, c'est une très bonne synthèse, effectivement. Après, là, ça demande, au-delà d'avoir appris son schéma bilan, oui. ça demande de savoir l'utiliser, en extraire une partie, la partie essentielle. Et ça, c'est pas forcément un exercice toujours facile pour les élèves. En tout cas, la forme, c'est quand même la lettre aux parents. Il faut respecter ça aussi. C'est un exercice littéraire là qu'on demande en plus de l'exercice scientifique. Mais on avait sollicité les auditeurs et les élèves et on les avait conviés ces dernières semaines à nous envoyer des copies sur le site de la Marche des Sciences. On en a récupéré 5, et donc de certains des élèves qui sont là d'ailleurs, mais je les cite tous. Hein. Il y a Nicolas Mélado, Rudy Gallio, Alicia Cusan, Célia Pernet, Virginie Michoutota, Kevin, j'espère que je prononce ça bien. Et c'est vrai qu'en regardant, et c'est ce qui va nous occuper dans la deuxième demi-heure de l'émission de la Marche des Sciences, en regardant les sujets, puisqu'ils se sont attelés au sujet numéro 3, donc ils sont tous en première ES, sur les sujets sur les OGM, on se rend compte que certains ont bien respecté la consigne qu'on va dévoiler tout à l'heure, et puis d'autres un peu moins, et je me suis dit, tiens, finalement, qu'est-ce que ça peut aussi, est-ce que c'est payant, est-ce que là, il faut aller jusqu'au bout de cette logique et bien respecter quand même, soit c'est un article, soit c'est une lettre, soit c'est un compte-rendu scientifique qu'on demande. La forme, même s'il n'y a pas de point pour la forme en tant que telle, c'est quand même important. Effectivement, ça va participer effectivement à ce qu'on laisse comme sensation au correcteur. Quand on demande une forme précise, c'est vrai qu'on va peut-être un petit peu pénaliser même de très très bonnes copies qui n'auraient pas respecté la forme. Hein. En TS, la forme est peut-être un peu moins importante, même s'il faut la respecter. En première ES, c'est vraiment très important, je pense, plus encore de respecter la forme qui est demandée. Alors, à ce stade de l'émission, un moment important, je pense, pour tous, et notamment pour les élèves présents avec nous, Kautar, Sarah, Lisa, Alicia et Rudy, parce qu'on leur a demandé de faire la playlist de l'émission de la Marche des Sciences. Et donc, leur premier choix, Major Lazer, Lean On. Alors ce choix, c'était... Allez, il y en a un de vous qui va le dire correctement.
Linon de Major Lazer. Bravo. Suite de la marche des sciences sur France Culture. Dans cette semaine spéciale bac sur France Culture en direct et en compagnie de Pauline Pépin, professeure agrégée de SVT au lycée Joliot-Curie de Nanterre, et Natacha Ouvrier, enseignante au lycée Léon Blum de Créteil et professeur relais au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Le tout pour une émission spéciale bac SVT, des clés pour réussir. Une immersion que nous vous proposons dans l'épreuve pour les terminales S et les premières ES et L. Et au-delà des conseils et des repères donnés aux futurs bacheliers, nous plongeons depuis 14 heures dans des sujets types avec la participation de 5 lycéens, Kautar, Sarah, Lisa, Alicia et Rudy. Et une préparation pratique avec correction en direct vous attend sur le site de l'émission La Marche des Sciences, franceculture.fr, à l'issue de cet exercice, bien sûr. Alors nous abordons désormais le 3e sujet pour les premières ES et L, justement le commentaire argumenté. Une épreuve, donc il y a différentes épreuves pour ces premières. Une épreuve qui est la plus lourde, Natacha Ouvrier ? Alors, non. Je veux dire, ou celle qui permet de gagner plus de points. Alors, c'est un coefficient 2 pour eux, donc c'est pas énorme. Par contre, c'est une épreuve où ils peuvent vraiment facilement avoir 18, voire 20. Et du coup, c'est un bon investissement, je pense, parce qu'ils peuvent vraiment prendre des points d'avance. Oui. Donc, cette épreuve, c'est une épreuve commune, en fait, entre la SVT et la physique-chimie, dans laquelle il y a 3 épreuves. Une partie commune qui repose sur les acquis de SVT et de physique-chimie, qui prend la forme systématiquement d'un commentaire argumenté, qui peut être contextualisé ou non. Et ensuite, une partie purement physique et une partie purement SVT, dans lesquelles il va y avoir des documents et des questions, soit des questions ouvertes, soit des questions de QCM sur les documents ou les connaissances. Alors là, vous nous avez proposé un sujet sur la conservation des aliments et les OGM. Donc je vais lire l'intitulé général. Et de la même façon, il y a 3 documents qui accompagnent la consigne, en tout cas l'intitulé, le sujet. Alors, qui veut manger une pomme OGM ? Le ministère de l'Agriculture américain est en effet en train d'étudier la mise sur le marché de 2 variétés concoctées par la société de biotechnologie canadienne Okanagan Specialty Fruits, une Golden et une Granny Smith. Prévues pour être commercialisées sous la marque Arctic Apples, ces pommes OGM n'ont pas quelque chose de plus par rapport aux autres, mais quelque chose de moins. Elles ne brunissent pas. Et donc, sous ce sujet, c'est intitulé 3 documents, document 1, document 2, document 3, on va les détailler dans un instant. Et la question posée aux élèves, c'est, vous êtes journaliste scientifique et vous rédigez un article pour un quotidien national sur les Arctic Apples. Oui. Alors, les documents associés, rapidement. Donc, premier document, c'est le principe des Arctic Apples. Donc, on nous dit que c'est une plante OGM, donc, que ce sont des pommes issues de plants OGM. Et donc, on nous explique dans le document 1 très simplement qu'est-ce qui a été modifié au niveau de cette pomme. Dans le deuxième document, donc, on nous parle de tous les additifs alimentaires qu'on peut possiblement rajouter dans les aliments, que ce soit des antioxydants, des conservateurs, des agents de texture. Donc, ça permet de mettre en parallèle différents types de techniques de conservation. Et dans le dernier document, on a un texte qui présente les risques, avérés ou non, de l'utilisation des OGM, que ce soit pour la santé des consommateurs ou pour l'environnement. Et à partir de là, on construit le sujet. Alors, je me tourne vers Lisa, Alicia, Rudy. Donc, tous les 3, ce sont des sujets qui peuvent tomber effectivement dans quelques semaines. Comment est-ce que, quand vous lisez un tel sujet, qu'est-ce que vous dites et quelle est la problématique que vous dégagez finalement du sujet ? Alors, qui veut démarrer ? Lisa ? Ou Alicia peut-être, non ? Allez, Alicia. Premièrement, quand j'ai vu ce sujet, je pense que la forme, elle est importante, comme on l'a dit précédemment. Donc, c'est un article, donc je pense que c'est un point sur lequel on doit vraiment faire attention. Et donc, pas passer à côté de ça, parce que ça peut être un point en plus dans la qualité du sujet. Et je pense que l'intérêt de ce sujet, c'est de montrer pourquoi ils ont créé ces pommes OGM Arctic Apples et quel est l'intérêt par rapport à d'autres méthodes de conservation qu'on connaît déjà et qu'on a vues en cours. Et du coup, ce sujet, il permet de replacer des notions qu'on a vues en même temps et de placer des choses de culture générale. Donc, voilà. Un plan type, parce que Alicia, vous avez fait partie de ceux qui nous ont renvoyé des copies sur le site. Donc, je sais que vous avez bien aussi étudié et travaillé. Vous êtes posé la question du type de plan que vous pouviez proposer. Oui, c'est ça. En première partie, j'ai essayé d'expliquer le principe des pommes OGM Arctic Apples.
donc comme demandé. Et dans une deuxième partie, j'ai montré en quoi la consommation de ces pommes OGM avait de l'importance par rapport à d'autres méthodes, quels risques elles présentaient, parce elles soumettent quand même des risques pour l'environnement, la biodiversité, aussi pour le consommateur, mais autant que d'autres produits classiques qu'on le voit dans les documents. Qui sont proposés, oui. Et donc voilà, et j'ai développé tout cela pour finir avec une conclusion qui résumait les inconvénients comme les points positifs. Alors, Natacha Ouvrier. Oui, alors c'est un petit peu comme pour les questions de synthèse de Terminal S. Dans le sujet, quand même, on les aide la plupart du temps en leur indiquant les axes du plan à choisir. Donc là, on leur disait bien, premièrement, expliquer le principe des pommes OGM, puis discuter de l'intérêt de la culture et de la consommation de ces pommes au regard d'autres méthodes de conservation. Donc vraiment, ce qui est important, là, c'est l'aspect discussion qui peut leur permettre de rajouter effectivement des éléments culturels. Et d'ailleurs, en fait, ils ont pensé à un élément culturel auquel moi, j'avais pas pensé, qui n'est pas dans ma correction. C'est le gaspillage. Voilà. Donc le gaspillage. Ouais. Et oui, parce que tous ces éléments ces aliments qui brunissent ou qui périssent comme ça, ou visiblement plus vite, on a tendance à les jeter. Voilà. Voilà, Et c'est ça. donc, ils ont pensé à ça tous les trois. Et moi, j'y avais pas du tout pensé. Donc, j'étais contente. Voilà. Pauline Pépin, donc face à un sujet de cet ordre-là, quelles sont vraiment déjà les informations pertinentes, les connaissances à mobiliser, peut-être les définitions qu'il ne faut surtout pas oublier de donner, qu'on attend? Ici, déjà, il faut garder à l'esprit que tous ces sujets sont à la fois SVT et physique-chimie. Donc, il ne faut pas, et c'est l'erreur qu'on constate souvent dans les corrigés du bac, dans les copies du bac, c'est qu'ils s'orientent plutôt vers un des deux pôles. Là, effectivement, je pense qu'avec un sujet comme ça, les élèves auraient plutôt tendance à se dire c'est que de la SVT. Alors qu'effectivement, il faut bien penser aux deux matières, ne pas oublier. Dans les documents ici, il y a vraiment décrire, on donne le principe du brunissement chez les pommes et l'intérêt donc de ces OGM. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est vraiment au cœur du sujet. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ce principe du brunissement qui est dû à quoi d'ailleurs? Parce que tout ça, c'est dans les cours, bien sûr, mais voilà, il y a vraiment des. Alors non, c'est pas dans les. Je pense. Non, on voit pas ça dans les cours. Non, c'est pour ça qu'il y a un document exprès qui l'explique. D'accord. Vraiment, c'est dû à une enzyme qui. On le voit en SVT, en physique. En physique, c'est dans le cours. On a vu l'oxydation. Donc en tout cas, c'est ces parties-là de physique que vous pouvez mobiliser pour ajouter donc dans les informations. Oui, Pauline Pépin. Après, il voit l'oxydation de façon générale. Mais quand on parle de sujets bien précis, les pommes Arctic Apple ne sont pas au programme de. Non, bien sûr. Mais en même temps, l'alimentation, la conservation, voilà, et l'oxydation font partie. Donc c'est à partir de là aussi que on mobilise ces données-là pour mieux analyser les documents. Donc l'oxydation, en tout cas, fait partie de ces informations et définitions à donner. Quelle autre notion à mobiliser? Alors, ce qui est un OGM, ça, je pense que c'est quand même au cœur du sujet. Après, je pense qu'il n'y a pas énormément de connaissances en tant que telles, de mots vraiment clés. Ça va être la forme. Là, la forme va vraiment compter puisqu'on demande un article de journal. Et puis, l'extraction des données les plus importantes. Le document 2, par exemple, est vraiment... il y a beaucoup d'informations. Je pense que ce qu'on attend et ce qui va être évalué, c'est aussi la capacité à sortir les informations importantes de ce document. Il ne faut pas tout prendre dans ce document puisqu'on parle de tous les additifs alimentaires, alors qu'ici, je pense que c'est plutôt sur les antioxydants qu'il faut... Exactement. C'est un peu, c'était ça l'idée du document. Donc c'est un document qui est plus physique, puisque ça correspond plus à leur connaissance de physique. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on leur parle de tous les additifs alimentaires, mais le sujet, c'est sur la conservation de la pomme. Donc, c'est à eux d'aller choisir juste les informations qui sont en lien avec les antioxydants. Donc, il y a vraiment cette articulation où, dans le document, on leur parle du principe du brunissement qui fait intervenir le dioxygène. Ça doit les amener à se rappeler du principe d'oxydation qu'ils ont vu en physique-chimie qui conduit effectivement au brunissement des aliments. Et dans le document 2, du coup, se dire, si on me parle de l'oxydation, il n'y a que les informations sur les antioxydants qui vont m'intéresser. Et donc pas parler du reste.
D'accord, donc savoir aussi trier les informations pertinentes à extraire dans les documents et puis ensuite les mettre en relation avec les connaissances mobilisées et apprises dans l'année. Alors, donc s'il y avait de la même façon une copie idéale ou la structure du devoir qui pourrait satisfaire un correcteur, Natacha Ouvrier. Ce qui est important, c'est d'arriver vraiment à faire des liens et à donner du sens. C'est vraiment une épreuve où on ne leur demande pas forcément d'avoir un niveau scientifique très très important, mais on veut être capable de voir s'ils sont capables de donner du sens à quelque chose qui est dans leur quotidien en fait. Donc c'est vraiment ça. Après, il ne va pas y avoir une copie idéale, mais on aime sentir qu'ils ont compris et qu'ils sont capables de donner du sens et de discuter à partir des documents. Et en même temps, discuter, mais de façon effectivement, efficace et sensée. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment. Discuter, c'est en utilisant des arguments. Même si là, et il faut le rappeler, on est dans l'exercice de la rédaction d'un article, et donc la forme est également contrainte quelque part. Rudy Galliot, on vous a pas encore entendu depuis le début de l'émission, mais par rapport à ces épreuves, donc vous êtes en première ES. Est-ce qu'il y a des questions ou peut-être des commentaires que vous voulez nous faire partager? Je pense qu'il faut surtout bien respecter la méthode, comme m'a dit ma professeure. Introduction, développement, conclusion, et toujours traiter chaque partie, une partie distincte, par exemple. Donc là, que sont les pommes Arctic Apples? Oui. Et dans une deuxième partie, quels sont les dangers, par exemple, pour l'environnement et la population, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions de votre part? Profitez-en tant que vous êtes là, parce que j'imagine que bien sûr, vous êtes 5 élèves autour de cette table dans le studio de France Culture, mais vous êtes quelque part un peu les porte-parole de d'autres qui auraient soit des angoisses, soit des questions, soit c'est vrai qu'il est encore temps avant l'épreuve. Oui, Kautar. Moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce que dans vos sujets d'SVT physique, c'est ça? Est-ce que le plan il est toujours donné comme là, ici? Il est souvent indiqué, comme au sujet précédent qu'on avait vu avec le « et », souvent les parties elles sont sous-entendues. C'est ça. On nous parle des principes, des principaux thèmes dont on doit parler dans les parties et ça nous aide à faire le plan en fait. D'accord. Dans l'intitulé des sujets, c'est ça. En fait, il faut vraiment bien lire, poser sa tête, prendre le temps de lire l'intitulé parce que ne serait-ce que « et », ça permet de dégager déjà 2 parties et tout est donné et après c'est effectivement mobiliser les connaissances. Alors Sarah et ensuite Alicia. Je voulais savoir aussi si vous deviez faire attention à l'ordre des documents, comment les étudier, est-ce que c'est toujours ordonné? C'est-à-dire que vous commencez toujours du document 1 et vous allez vers le dernier ou... Donc là, Sarah est en terminale S et questionne donc Alicia en première ES. Je pense que suivre les documents, on peut extraire... En fait, comme les documents sont présents, on peut extraire les informations et les replacer comme telles dans notre... selon les arguments qu'on veut placer, en fait. Okay. Et en fait, on suit l'ordre, mais pas forcément celui des documents. D'accord. Alors, les derniers mots pour vous, les professeurs de SVT, Pauline Pépin, Natacha Ouvrier, avant justement de nous tourner vers Gilles Boeuf et son message aux futurs bacheliers. Alors, effectivement, les questions des terminales S aux premières montrent que, il y a quand même... Il faut que les premières ES soient rassurées, les premières ESL, parce qu'on n'attend pas qu'ils soient des grands scientifiques. On attend qu'ils montrent qu'ils ont compris comment utiliser un document. Donc, on ne va pas en général les piéger en mélangeant des documents. Il faut les étudier à peu près dans l'ordre. Contrairement aux terminales S, où là, on peut très bien leur mettre 3 documents et il faut commencer par le dernier et finir par celui qui est au milieu. Voilà, effectivement, la question portait sur ça. Et les sujets de ES sont plus... On va dire, on les met un peu sur les rails déjà. Le but, c'est pas de... Voilà, c'est juste qu'ils montrent qu'ils aient appris quelque chose cette année. Natacha Ouvrier. Oui, alors moi j'ai 2 petits conseils. C'est sur le commentaire argumenté. Une chose importante, c'est de ne jamais faire l'impasse sur un document, ce que les élèves ont tendance à faire des fois parce qu'ils partent dans une voie. Ils oublient des choses en cours de route. Or, il y a des éléments attendus pour chaque document. Et ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à bien gérer son temps parce que la grosse difficulté de leur épreuve, finalement, c'est pas la difficulté des documents, c'est la longueur de l'épreuve parce que dans chaque partie, il y a 3 ou 4 documents et ils ont que 1h30 pour faire tout ça.
Donc gérer son temps, gérer son stress aussi, parce que on sait que chaque année il y a des élèves qui ont bien travaillé, mais qui au moment de l'épreuve, face à la copie, perdent leurs moyens. Oui. Et là, est-ce qu'il y a quelques conseils juste pour que, ils retrouvent un peu le calme et que tout revienne finalement dans leur tête? Alors moi, ce que je leur conseille, c'est de s'accorder justement le droit de stresser complètement pendant 5 minutes au début de l'épreuve. Donc ils regardent le sujet, ils paniquent autant qu'ils veulent. Voilà, là comme ça, après c'est fait. On panique, comme ça c'est fait. Et après, on fait ça pendant 2-3 minutes et après on se dit ok, maintenant j'y vais. Ouais. Et moi ce que je faisais quand je préparais mes concours de l'enseignement, c'est que j'écrivais sans froid sur mon brouillon. Et ça marche? Et ça marche. Ah bon, alors, autre conseil à bien relever. Allez, je me tourne vers celui qui va jeter un regard, le regard d'un amoureux des SVT, sur tout ça. Le biologiste et océanographe de formation et président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. J'ai cité Gilles Boeuf. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous, Gilles Boeuf. C'est vrai que on a pensé à vous parce que les SVT, c'est une discipline dont on parle, j'ai envie de dire quotidiennement. Ces sciences de la vie, de la terre, biodiversité, climat, mutation, évolution, ça fait partie de notre vie au quotidien. C'est vrai que pour les premières ES et L et les terminales S, c'est surtout une discipline, une matière qui va faire l'objet d'une épreuve, du bac. Mais j'avais surtout envie de leur montrer, et avec vous, Gilles Boeuf, que c'est aussi une discipline qui ouvre, mais sur des voies formidables. Alors, quel type, dites-nous, de monde professionnel, de métier, de lieu de recherche, ces jeunes gens pourront peut-être découvrir après le bac? Alors, laissez-moi vous expliquer où je suis. Je suis à Bordeaux. Ah. Je viens de terminer il y a 5 minutes une conférence sur le climat, la biodiversité et l'océan. Ouais. Et j'ai la salle remplie, là. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques. Il y a beaucoup d'élus. Il y a des gens des chambres de commerce. Il y a des industriels. Il y a des élèves. Il y a toutes sortes de personnes, puisque demain, on va lancer la course en solitaire du Figaro, et j'ai beaucoup de marins, puisqu'on va parler de l'océan. Croyez-moi que tous ces gens-là, on arrive à les persuader que ces SVT sont absolument fondamentales. Qu'est-ce que j'ai raconté, en fait? Que sur une planète Terre qui s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, la vie s'est développée, il y a un peu moins de 4 milliards d'années, vie qui, bien sûr, a donné à un moment l'humain que nous sommes aujourd'hui. Et expliquer que cet humain que nous sommes est profondément ancré dans cette diversité, qu'elle soit biologique ou qu'elle soit géologique. Ce qui veut dire que ces disciplines-là sont vitales tous les jours. Qu'on soit juge, qu'on soit dentiste, médecin, plombier, avocat, marin, j'ai plein de navigateurs avec moi en ce moment, nous sommes construits par ceci. Donc déjà, pour moi, il y a un aspect fondamental, un minimum de connaissances qui nous explique ce que l'on est. Chaque corps humain, c'est une ode à la diversité biologique. Ce sont des sciences de la vie et de la terre. Donc les SVT, finalement, pour tout le monde, quel que soit le métier qu'on aura envie de faire. Voilà, d'abord une connaissance de ce qu'on est et une analyse de nos relations avec l'extérieur. Je dis souvent, vous savez, on sépare le minéral du vivant. Aujourd'hui, on va connaître à peu près 5000 espèces de minéraux sur la Terre. Les 2 tiers n'existeraient pas sans les bactéries et sans la vie. Donc le meilleur symbole, le meilleur marqueur de la planète Terre, c'est la vie. Et cette vie est ancrée sur ce qu'on appelle la géodiversité, ce qu'il y avait auparavant. Donc simplement, ces connaissances sont fondamentales. Première remarque, on ne peut pas s'en passer. Tout le monde doit avoir un vernis. Et je dirais que si on l'a tous, ça va tuer notre arrogance. Et ça va tuer aussi un peu notre cupidité, peut-être. Donc, modifier nos relations à l'économie. Alors, les ouvertures, elles sont essentielles. Elles sont partout. Elles sont dans la culture, mais elles sont aussi dans des professions, bien entendu. Un médecin ne peut pas ignorer ce que sont ces questions-là. Un dentiste, toutes les professions médicales que vous imaginez. Idem pour tous les métiers qui sont liés directement, ces sciences de la vie ou ces sciences de la terre. En même temps, ça donne une philosophie d'approche. Dans un jugement, dans un tribunal, également pour quelqu'un qui va être philosophe, ou bien qui va faire une profession manuelle super intéressante, tous les jours, ça revient. Ça modifie ses relations aux clients, ça modifie ses relations à son environnement, ça modifie ce qu'il est. Ça aide à beaucoup plus de respect, je dirais, de goût de l'harmonie avec notre environnement, et puis enfin, bien sûr aussi, sur des questions essentielles pour qu'on puisse mieux partager. Donc tout ça, c'est fondamental à prendre en compte. Si tout ça marche beaucoup mieux, si on réconcilie ceci avec un monde économique beaucoup plus intelligent, ça marchera beaucoup mieux. Et ça ouvrira beaucoup d'emplois à nos jeunes. Ce sont des disciplines qui font rêver. Ce sont des disciplines également qui font émerveiller, qui font aimer, qui donnent envie de protéger. Et je pense que cette essence fondamentale de ce qu'est l'humain est très importante. C'est quoi la différence entre l'humain et l'animal? On me pose souvent la question. Elle est très ténue aussi. Oui. Cet humain, aujourd'hui, c'est quand même à gérer 7,2 milliards d'humains, demain 9. Donc sur les futurs métiers, énormément de métiers seront liés à ces approches de sciences de la vie et de la terre. Demain, on ne pourra pas développer d'emplois
dans ce pays ou dans d'autres si on ne tient pas compte des questions environnementales. Ça, c'est clair. Ce monde que l'on a construit doit changer. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et ces disciplines que vous évoquez, avec tous ces jeunes passionnés pour pouvoir faire des métiers dans ces domaines-là, est fondamentale pour qu'on puisse le réussir ensemble. Eh bien, merci beaucoup Gilles Boeuf, parce que c'est un beau message qui donne beaucoup aussi à la fois de leçons et d'espoir. Et c'est vrai que ces jeunes gens qui sont autour de la table vont peut-être, quel que soit leur métier, se souvenir que c'est SVT, discipline essentielle et pour tout le monde et pour tous les citoyens. On vous laisse à Bordeaux. Quelque chose de plus, si vous le permettez. Allez-y. Il y a deux aspects très importants que je voulais développer, les sciences participatives, dans lesquelles les élèves peuvent vraiment s'intégrer, participer à des grands mouvements, et ce qu'on appelle la bio-inspiration, chercher dans la nature des réponses à nos problèmes. C'est une énorme source de nouveaux métiers, tout ça. Et sans SVT, on ne peut pas faire ça. Ah ben c'est formidable. Merci à vous Gilles Boeuf. Et puis je renvoie sur votre dernier livre, La biodiversité de l'océan à la cité, paru chez Fayard. Merci et puis on va enchaîner de notre côté sur leur dernier choix musical de nos lycéens, justement, qui ont choisi Osier, Take Me to Church. Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom, the only heaven I'll be sent to. Et les informations, les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives. Vous pouvez accéder au sujet proposé aujourd'hui, à leur correction en guise d'entraînement rapide. Réécoutez aussi l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant 1 an.